L'horloge de l'église émit encore 3 lents et cérémonieux, tic-tac, avant que le pasteur ne doive poser la question qui allait changer ma vie pour toujours. Chaque visage sur les bancs était illuminé par l'attente. Des sourires doux, des yeux humides, des téléphones tenus comme des talismans. Des lys blancs se penchaient vers l'allée comme pour écouter aux portes. La main de mon père était comme une pierre dans la mienne. Le pouce de Hudson trouva le mien et le serra, ferme comme une promesse. Je m'exerçai à sourire dans le laiton poli du chandelier et je sentis, pendant une seconde claire et lumineuse, que tout était exactement à sa place. Je portais ce moment sur ma peau depuis des années. Les dîners de répétition, les feuilles de calcul nocturne des listes d'invités, la petite dispute pour savoir si le costume de Hudson devait être anthracite ou marine. Toute la ville s'était réduite dans ma tête à cette allée, dans ce dernier souffle. Je me souviens avoir pensé, de manière absurdement insensée, que la vie m'obéissait enfin. L'orgue enfla. Ma mère tamponna ses yeux avec le coin de son mouchoir. Et Agnès, ma sœur, la femme qui m'avait appris à tresser mes cheveux et à voler le tabac de mon père, était assise au premier rang avec un sourire si calme qu'il aurait pu être sculpté. Agnès, qui m'avait autrefois murmuré des secrets à l'oreille comme une monnaie d'échange. Agnès, dont le rire avait l'habitude de se propager dans les cuisines familiales et de noyer les mauvais jours. Elle avait été l'ombre de ma lumière, et je la croyais ma plus proche alliée. La mâchoire de Hudson semblait assez ciselée pour soutenir une ville. Il a croisé mon regard et a articulé sans un son, « Tu es magnifique », comme une réplique de tous les films que j'avais toujours aimés. Derrière lui, les témoins s'agitaient. Le fleuriste ajusta une boutonnière avec des doigts tremblants, et un léger bruissement parcourut les parents assemblés. Le murmure calme et expectant d'une foule se penchant en avant pour assister à une joie à laquelle elle croyait. Puis Agnès se leva. Son mouvement me brisa en 1000 petits fragments indéchiffrables. Ce n'est pas le fait qu'elle se lève qui a raréfié l'air. C'était la façon dont elle bougeait, comme quelqu'un qui avait pratiqué le calme jusqu'à ce qu'il devienne cruauté. Elle s'avança dans l'allée comme si elle y avait plus sa place que moi. Et quand elle me sourit, c'était le sourire de quelqu'un qui connaît le poids exact de ce qu'elle s'apprête à laisser tomber. Avant que vous ne disiez oui, dit-elle, et les syllabes atterrirent comme des objets chirurgicaux et précis dans le silence. Je suis enceinte, et c'est celui de Hudson. Le son s'avala lui-même. Une cuillère tomba quelque part à ma droite. Le souffle d'un enfant se bloqua. Mes genoux passèrent de solide à liquide en un seul battement de cœur. Les lys semblèrent se reculer, offensés. Ma gorge brûlait d'ammoniac, et je ne goûtais rien d'autre que le son métallique de l'incrédulité. L'orgue vacilla, comme si quelqu'un avait oublié une note. Un rire, incrédule, humide d'hystérie, jaillit d'une bouche lointaine et mourut là où il avait commencé. La main de ma mère se crispa. Le visage de mon père prit la couleur du vieux papier. Et le visage de Hudson s'effondra dans la lente horreur de quelqu'un qui essaie d'imiter le choc. Il ouvrit la bouche, et le monde se rétrécit à la forme de la question. Pourquoi? Je pensais à chaque recoin privé de notre vie. Les conversations tardives, ses doigts dans mes cheveux, les listes de courses et le partage tranquille du café. Rien de tout cela ne m'avait préparé à la vacuité que ces souvenirs ressentiraient sous un simple mensonge. Puis Shelley fit la chose qui arrêta complètement la respiration de l'église. Ma nièce, 9 ans, les genoux couverts d'un jean délavé par le soleil, les cheveux attachés en 2 chignons fonctionnels et désordonnés, se leva de son siège comme quelqu'un de beaucoup plus âgé et plus dangereux que sa taille ne le permettait. Elle portait une tablette avec un autocollant de dinosaure vert dans le coin. Elle était petite contre ses paumes, mais elle la tenait comme une preuve. Ses yeux bruns traversèrent la pièce et trouvèrent les miens. Et pendant une seconde, je ne vis pas l'enfant qui avait appris à compter sur ses doigts dans ma cuisine, mais une petite procureure qui connaissait le poids de la vérité. C'est un mensonge, annonça Shelley, d'une voix assez claire pour couper du verre. Elle ne cria pas. Elle ne gémit pas. Elle le dit comme un verdict. Je peux le prouver. La pièce se replia sur elle-même. Le silence fut projeté jusqu'au chevron et y resta suspendu, tendu. Pendant un instant à couper le souffle, le seul son fut le murmure des tuyaux de l'orgue et le battement humide de mon propre pouls dans mes oreilles. Le sourire d'Agnès se mua en quelque chose d'animal. La surprise et le calcul s'entremêlèrent dans la même expression. Le visage de Hudson devint illisible. Mon père émit un son qui aurait pu être une prière ou un grognement. Shelley leva la tablette. Son écran noir s'éveilla en clignotant et projeta une lumière pâle et coupable sur son visage. Des doigts plus petits qu'une promesse tapotèrent le verre.
Les gens se penchèrent en avant comme si la proximité pouvait altérer la vérité. La main de ma mère vola vers sa bouche. Mes genoux, traîtres, cédèrent un peu, et je dus m'agripper au banc pour ne pas tomber. L'écran vacilla, une vidéo commença, et dans ce long et impossible enchaînement de secondes, je sentis le reste de la vie que je pensais m'avoir été promise s'effriter. Tout le monde attendait, suspendu à la charnière de ce qui allait suivre. Une vidéo, un aveu, une fabrication, et quoi que ce soit, ce serait soit une lame, soit une bombe. La voix de Shelley, petite et sûre, domina même le tonnerre dans mes oreilles. « Lance-la, dit-elle. » La tablette s'illumina. La première image se mit en mouvement. Et puis, avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits épiques de vengeance dans la vie. Bonne écoute. La qualité de la vidéo était granuleuse, du genre que l'on obtient avec un appareil d'enfant enregistrant à travers une fente de porte, mais l'audio était limpide. La voix d'Agnès vint en premier. Je la reconnus instantanément. Cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle se croyait maligne, quand elle tissait une toile. Ça doit être au mariage, dit-elle. Impact maximal, humiliation maximale. L'image devint plus nette. C'était la chambre d'Agnès, celle de la maison qu'elle partageait avec son mari Franck, mon beau-frère. L'angle de la caméra était bas. Certainement enregistré depuis un endroit caché, une étagère peut-être, ou qu'elle est derrière des livres. À l'écran, Agnès était assise sur son lit, le téléphone collé à l'oreille, se vernissant les ongles des pieds d'un rouge que je l'avais aidé à choisir 2 mois auparavant. Nous étions allés faire les boutiques ensemble. Elle m'avait dit qu'elle voulait être belle pour mon mariage. Elle m'avait dit qu'elle était si heureuse pour moi. Elle le mérite, continua Agnès. Et le venin dans sa voix fit tomber mon estomac à travers le plancher de l'église. Mademoiselle parfaite, qui a toujours tout eu sur un plateau. Maman et papa l'ont toujours plus aimée. Toujours. La voix d'un homme crépita à travers le haut-parleur de son téléphone. Faible mais audible. Et tu es sûr que Hudson va marcher dans ton jeu? Agnès rit. C'était un son que j'avais entendu 1000 fois en grandissant. Quand elle avait volé mon journal intime et l'avait lu à ses amis. Quand elle avait dit à mon premier petit ami que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Quand elle avait emprunté ma voiture et l'avait rendue avec le réservoir vide et une bosse qu'elle n'avait jamais mentionnée. Je lui avais toujours pardonné. C'était ma sœur, ma famille. Hudson n'a pas besoin de marcher dans quoi que ce soit, dit Agnès en inspectant ses ongles. Il n'est même pas au courant. C'est ça qui est génial. Je me lèverai, je ferai l'annonce, et même s'il nie, la graine du doute sera plantée. Maddy ne le regardera plus jamais de la même manière. Le mariage sera empoisonné avant même d'avoir commencé. Mes jambes flanchèrent. Je ne tombais pas. Quelqu'un me rattrapa. Mon père, je crois. Ses bras étaient comme des bandes de fer, la seule chose qui me maintenait debout alors que l'église éclatait dans le chaos. Attendez, la voix de Shelley traversa le bruit. Il y a plus. La vidéo continua. La voix masculine au téléphone dit, et le test de grossesse? Tu as dit que tu avais une preuve. S'il te plaît, se moqua Agnès. J'ai acheté 5 tests dans différents magasins. J'ai uriné sur un qui était positif. Évidemment, je suis enceinte de 8 semaines, mais je dirai à tout le monde que c'est le bébé de Hudson. Frank et Hudson ont des traits assez similaires. Le temps que le bébé arrive, j'aurai déjà détruit sa petite vie parfaite. Et Frank est si stupide qu'il croit vraiment que c'est le sien. L'écran la montra se levant et marchant vers sa commode. Elle sortit une petite boîte. Je reconnus la marque. Un test de grossesse. Elle le leva à la lumière, admirant les 2 lignes roses comme si c'était une arme. Frank va élever le bébé de Hudson, dit la voix, presque avec admiration. C'est cruel, Agnès. Non, corrigea Agnès, son sourire s'élargissant en quelque chose de féroce. Frank va élever le bébé de Frank pendant que tout le monde pensera que c'est celui de Hudson. C'est ça le génie. Je n'ai même pas besoin de coucher avec Hudson. Juste faire croire à tout le monde que je l'ai fait. L'église était passée d'un silence choqué à un tumulte. Les voix se superposaient. Les gens se levaient. Quelqu'un pleurait.
J'entendis ma mère prononcer le nom de ma sœur comme une malédiction. J'entendis Hudson crier. Je ne l'ai jamais touché. Je le jure devant Dieu, m'a dit, je ne l'ai jamais fait. Mais je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais rien regarder d'autre que le visage de ma sœur, qui s'était vidé de toute couleur. Tout ce calme étudié s'évaporant comme la rosée du matin sous un chalumeau. Shelley, dit Agnès, et sa voix était différente maintenant. Fine, fluette, désespérée. Shelley, ma chérie, où as-tu eu ça? Ma nièce tint bon. 9 ans et plus courageuse que n'importe qui dans cette église. Tu as laissé la porte de ta chambre ouverte la semaine dernière, dit-elle simplement. Je t'ai entendu parler, alors j'ai configuré ma tablette pour enregistrer. Je t'enregistre depuis 8 jours. Elle fit glisser son doigt sur l'écran. Une autre vidéo se prépara. Celle-ci montrait Agnès dans sa cuisine, parlant à quelqu'un hors champ. Une femme que je ne reconnus pas au début. Puis si. Bethany, l'amie d'Agnès de l'université. Celle qui avait toujours été jalouse de moi, qui avait fait des commentaires désobligeants sur mon travail, mon appartement, ma relation. Le plan est parfait, disait Agnès, coupant des légumes avec des mouvements secs et coléreux. Maddy se croit si spéciale. Robe de créateur, lieu de réception cher, monsieur parfait avec son entreprise de construction et ses stupides fossettes. J'ai été dans son ombre toute notre vie. Plus maintenant. Tu la détestes vraiment à ce point, demanda Bethany, sirotant du vin dans un verre qui captait la lumière de la cuisine. Je ne la déteste pas, dit Agnès. Et d'une certaine manière, c'était pire. Je veux juste qu'elle souffre comme j'ai souffert. Chaque petite amie que j'ai eue a fini par poser des questions sur elle. Chaque réussite que j'ai accomplie, maman et papa l'ont à peine remarqué parce que Maddy faisait quelque chose de mieux. Mon mariage était bien. Le sien est un conte de fées. J'en ai marre d'être la version au rabais. L'écran de la tablette s'éteignit. Shelley la baissa, me regardant avec des yeux trop vieux pour son visage. J'ai 17 autres vidéos, dit-elle doucement. Dois-je continuer à les passer? Non, m'entendis-je dire. Ma voix venait de quelque part en dehors de mon corps, détachée et flottante. Non, ça suffit. Je me tournai vers Agnès. La regarder vraiment. La sœur qui m'avait tressé les cheveux. La sœur qui m'avait serré dans ses bras quand notre grand-mère était morte. La sœur qui avait passé les 8 dernières semaines à planifier de faire exploser ma vie devant 200 personnes. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Maddy, commença-t-elle. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Les mots sortirent comme du verre brisé. Expliquer que tu me détestes tellement que tu anéantirais mon mariage? Expliquer que tu allais laisser tout le monde penser que Hudson m'avait trompé? Expliquer que tu allais laisser ton propre mari élever un bébé en croyant à un mensonge? Je n'allais pas aller jusqu'au bout. La voix d'Agnès monta dans les aigus, frénétique. Je ne faisais que je me défoulais. J'étais en colère. Je n'allais pas vraiment. Tu portes la robe, dit ma mère. Tout le monde se tourna pour la regarder. Le visage de maman était un masque de réalisation horrifiée. Son mouchoir était serré si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Quoi, dit Agnès. La robe, répéta maman plus fort. Celle-là, celle que tu as dit avoir achetée pour le mariage de Maddy. Ce n'est pas une robe d'invité. Elle est coupée pour montrer un ventre. Tu allais te tenir là et t'assurer que tout le monde puisse t'imaginer enceinte. Agnès baissa les yeux sur elle-même. Elle portait une robe vert émeraude que j'avais prise pour un choix stylé. Taille empire, tissu fluide. Maintenant, je la voyais pour ce qu'elle était. Un costume, un accessoire pour sa performance. Et les cheveux, ajouta ma tante Diane, 3 rangs plus loin. Elle avait toujours été perspicace. Tu es coiffée de la même manière que Maddy l'était à la fête d'entreprise de Hudson. Celle où elle a annoncé leur fiançailles. Les détails s'emboîtèrent comme un cadenas à combinaison qui s'ouvre. Agnès s'était coiffée en miroir de cette nuit-là. Elle voulait que tout le monde fasse le lien. Hudson s'est mis avec Agnès le soir même où il s'est engagé avec Maddy. C'était calculé, précis. Frank, mon beau-frère, retrouva enfin sa voix. Il était assis à côté de l'endroit où Agnès se trouvait, figé par le choc, mais maintenant il se levait. Le bébé est-il au moins le mien, demanda-t-il, et la question sortit brisée.
Le visage d'Agnès fit quelque chose de compliqué. Bien sûr qu'il est de toi, Franck. Ne fais pas ça, dit-il en levant une main. N'ose pas me mentir en ce moment. J'ai entendu la vidéo. Tu as dit que j'étais stupide. Tu as dit que j'élèverais un bébé en croyant à un mensonge. Le mensonge était que c'était celui de Hudson, hurla Agnès. Le bébé est de toi, Franck. Je le jure. Je voulais juste faire croire à Maddy. Dehors. La voix de mon père coupa tout le reste. Il ne criait jamais. Jamais. C'était un homme calme, un homme doux, du genre qui répare les choses cassées, lit des histoires pour s'endormir et nous a appris que la famille signifiait un amour inconditionnel. Mais il n'y avait rien de doux dans sa voix maintenant. Sors de cette église, dit-il, et chaque mot tomba comme le marteau d'un juge. Tu n'es pas ma fille. Pas après ça. Papa. Agnès tendit la main vers lui. Il recula comme si elle était venimeuse. Je ne sais pas qui tu es, dit-il, et je regardais ma sœur s'effondrer sous le poids de ses mots. La fille que j'ai élevée ne ferait pas ça. Sors maintenant. Agnès regarda autour d'elle frénétiquement, cherchant un allié, cherchant quiconque pourrait la défendre. Elle ne trouva que du dégoût et de l'horreur. Même Bethany avait disparu, se faufilant par une porte latérale. C'est insensé, tenta Agnès une dernière fois, la voix brisée. Vous allez gâcher ma vie pour une stupide blague. Je n'allais pas vraiment. Tu t'es levé, dit Hudson. Sa voix était calme, mais elle portait. Tu t'es levé devant tout le monde et tu as dit que je t'avais mise enceinte. Tu allais laisser Maddy le croire. Tu allais nous détruire. Et tu l'aurais fait, ajoutai-je, retrouvant ma voix quelque part dans les décombres de mon choc. Si Shelley ne t'avait pas enregistré, tu l'aurais fait et tu aurais souri pendant que je m'effondrais. Le visage d'Agnès se tordit en quelque chose de laid. Le masque était tombé maintenant. Le numéro de la jolie sœur abandonnée. Et alors, si je l'avais fait, cracha-t-elle. Tu as tout eu toute ta vie, Maddy. Tout. Tu ne sais pas ce que c'est d'être la deuxième, d'être celle pour qui les gens se contentent. Je n'ai jamais été en compétition avec toi, criai-je en retour, et toute la douleur des 10 dernières minutes se déversa. Tu es ma sœur. Je t'aimais. Je te faisais confiance. Et c'est exactement pour ça que ça aurait été si parfait, dit Agnès. Et elle rit vraiment. Un son dur, amer. Parce que tu ne l'as jamais vu venir. Tu ne vois jamais rien qui ne rentre pas dans ton petit monde parfait. Ma mère la gifla. Le son claqua dans l'église comme un coup de fouet. Maman n'avait jamais levé la main sur l'une de nous. Pas une seule fois. Nous avions été élevés avec des mises au coin et des discussions sévères, jamais de violence. Mais là, elle se tenait, les mains encore levées, le visage mouillé de larmes, regardant Agnès comme si elle regardait une étrangère. Tu m'as brisé le cœur, murmura maman. Comment as-tu pu? Agnès toucha sa joue, les yeux écarquillés. Pendant une seconde, je crus qu'elle allait s'excuser, qu'elle allait craquer, avouer et supplier le pardon. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, leva le menton et sortit de l'église. Franck la suivit, mais pas avant de s'arrêter devant moi. Je suis désolé, Maddy, dit-il, la voix épaisse. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je sais, lui dis-je, parce que c'était vrai. Franck était un homme bien qui avait eu le malheur d'épouser ma sœur. Il partit. Les portes de l'église se refermèrent derrière eux avec un son de finalité. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Nous étions tous debout dans les décombres de ce qui était censé être le plus beau jour de ma vie. Puis Hudson prit ma main. Maddy, dit-il, et ses yeux brillaient de larmes non versées. Je jure sur tout ce que j'ai, je ne l'ai jamais touché. Je n'y ai même jamais pensé. Tu dois me croire. Je le regardais vraiment l'homme que j'avais choisi pour construire une vie, dont j'avais mémorisé le visage sous 1000 lumières différentes. Je pensais aux vidéos, à l'aveu d'Agnès que Hudson n'était même pas au courant du plan. Je te crois, dis-je. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Mais je ne peux pas t'épouser aujourd'hui, continuai-je, et je vis ce soulagement se transformer en panique. Maddy, s'il te plaît. Pas parce que je ne te fais pas confiance, dis-je rapidement. Parce que je ne peux pas faire ça maintenant.
Je ne peux pas me tenir ici et prononcer des vœux alors que la trahison de ma sœur résonne encore à mes oreilles. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de respirer. Hudson avait l'air comme si je lui avais tiré dessus, mais il hocha la tête. Tout ce dont tu as besoin, dit-il. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je me tournai vers la foule assemblée. 200 visages me fixaient, avides de résolution, de conclusion, d'une fin à ce désastre. Je suis désolé, dis-je, et ma voix porta dans le silence horrible. Le mariage est reporté. S'il vous plaît, partez simplement. La chambre de la mariée à l'arrière de l'église devint ma prison pour l'heure suivante. Je ne pouvais pas affronter le retour à la maison, ni la salle de réception où un traiteur intact attendait, et où un disque jockey se demandait probablement pourquoi les mariés n'étaient pas arrivés. Ma mère s'assit à côté de moi, me tenant la main. Mon père faisait les 100 pas. Hudson avait respecté ma demande d'espace et était parti, mais pas avant de me faire promettre de l'appeler. Shelley fut celle qui brisa finalement le silence. « Tu es en colère contre moi ?» demanda-t-elle, debout dans l'embrasure de la porte, sa tablette toujours serrée contre sa poitrine. « En colère contre toi. » Je regardais ma nièce à travers le flou des larmes que je combattais. « Shelley, tu m'as sauvé. »« Maman va me détester, dit-elle d'un ton neutre. Elle saura que c'est moi qui ai ruiné son plan. » La manière clinique dont elle le dit brisa quelque chose en moi. Je tendis les bras et elle vint en courant. Cette petite fille qui avait été forcée de grandir trop vite, qui avait vu la cruauté de sa mère et avait choisi de l'arrêter. « Ta mère n'a pas le droit de te détester, dis-je férocement, la serrant fort. Et si elle essaie, tu as toute une famille qui va te protéger. Je peux vivre avec toi. » La question était petite, étouffée contre mon épaule. Je regardais mes parents. Le visage de maman se décomposa. La mâchoire de papa se serra en une ligne dure. « On trouvera une solution, dit papa. Frank est un homme bien. Il s'assurera que tu sois en sécurité. Mais oui, si tu en as besoin, tu peux rester avec n'importe lequel d'entre nous. » Shelley hocha la tête contre ma robe, et je sentis ses épaules trembler de sanglots silencieux. Mon téléphone vibra. Puis encore, et encore. En l'espace de 30 secondes, il passa de vibrations occasionnelles à un cliquetis constant. « C'est en ligne, dit mon cousin Trevor, apparaissant à la porte. Il avait 23 ans, était perpétuellement collé à son téléphone, et avait l'air à la fois horrifié et sombrement satisfait. Quelqu'un a enregistré toute la scène et l'a postée. C'est partout. Défini partout, dis-je faiblement. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. La vidéo de Shelley passant l'enregistrement et le visage d'Agnès quand elle s'est fait prendre est en train de devenir virale. Genre, viral de chez viral. 3 millions de vues dans la dernière heure. J'aurais dû me sentir violé, exposé. Au lieu de cela, je ressentis une étrange sorte d'engourdissement. Quelle importance qui le voyait. Le pire était déjà arrivé. Il y a plus, continua Trevor en faisant défiler son téléphone. Les gens trouvent les réseaux sociaux d'Agnès. Ils la démolissent dans les commentaires. Et quelqu'un a aussi trouvé les comptes de Bethany. Elles sont liées par des photos. Les gens les dénoncent. Trevor, dit maman sèchement. Ce n'est pas le moment. En fait, dis-je lentement. Peut-être que si. Tout le monde me regarda. Une idée se formait. Une idée terrible, impitoyable, parfaitement calculée. Agnès avait voulu m'humilier en public, devant tous ceux que j'aimais. Elle avait voulu empoisonner mon mariage avant même qu'il ne commence. Elle était prête à faire exploser ma vie pour sa propre satisfaction. Elle méritait de comprendre exactement ce que l'on ressentait. Trevor, dis-je prudemment. Peux-tu m'envoyer le lien de la vidéo virale ? Il le fit immédiatement. Je la regardai sur mon téléphone, me vis debout à l'hôtel, vis l'annonce d'Agnès, vis l'intervention de Shelley, vis le visage de ma sœur quand elle fut démasquée. La vidéo se coupait juste après que ma mère l'eut giflée. Les commentaires étaient brutaux. Quelle sorte de monstre fait ça à sa propre sœur ? Cette petite fille est plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. La sœur mérite la prison pour terrorisme émotionnel. Quelqu'un a trouvé son lieu de travail ? Elle ne devrait pas avoir d'emploi. J'aurais dû avoir pitié d'elle. C'était ma sœur, la fille qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait laissé dormir dans son lit pendant les orages quand nous étions enfants.
Mais tout ce que je ressentais était une fureur froide et claire. Je veux les vidéos complètes, dis-je à Shelley. Toutes les 17. Peux-tu me les envoyer? Shelley hocha la tête, une compréhension passant entre nous comme un courant. Elle avait 9 ans, mais elle avait appris tôt que certaines personnes ne méritaient pas de pitié. Maddie, à quoi penses-tu? Demanda papa, las. Je pense qu'Agnès voulait faire un spectacle public, dis-je. Elle a eu son vœu exaucé. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Au cours des 3 jours suivants, je ne quittais pas mon appartement. Hudson passa avec de la nourriture et s'assit avec moi en silence, sans insister, juste en étant là. Je le laissais faire. Lentement, dans le calme de mon salon, je recommençais à croire qu'il était exactement celui que j'avais pensé qu'il était, un homme bien qui avait été utilisé comme une arme à son insu. Mais Agnès était une autre histoire. Je passais ces 3 jours à regarder les vidéos que Shelley m'avait envoyées. Toutes les 17. Elle peignait le portrait d'une femme qui avait passé des mois à planifier ma destruction avec le même soin que la plupart des gens mettent à planifier des vacances. Dans une vidéo, elle répétait son annonce devant un miroir, testant différentes formulations. Je suis enceinte du bébé de Hudson. Non, trop direct. Hudson m'a mise enceinte. Trop accusateur. Je suis enceinte et c'est celui de ton fiancé. Parfait. Valeur de choc maximale. Dans une autre, elle parlait à Bethany de la façon dont elle volait de petits objets dans mon appartement depuis des semaines. Une photo par-ci, un bijou par-là, pour les planter dans la voiture de Hudson et les découvrir plus tard si l'annonce du mariage ne nous détruisait pas complètement. Dans une troisième, elle discutait de prénoms de bébé avec Frank, lui souriant avec ce qui ressemblait à une affection sincère, puis se détournait et levait les yeux au ciel dès qu'il quittait la pièce. C'était une étrangère. Une étrangère calculatrice et cruelle portant le visage de ma sœur. Le 4e jour, j'avais pris ma décision. J'organisais une réunion. Pas seulement la famille. Hudson, mes parents, Shelley, Frank, ma tante Diane, qui avait toujours été la colonne vertébrale silencieuse de la famille. J'invitais aussi ma meilleure amie Ramona, qui travaillait dans les relations publiques et avait un esprit comme un piège d'acier. Nous nous sommes réunis dans le salon de mes parents, la même pièce où nous avions eu d'innombrables matins de Noël et fêtes d'anniversaire. La dissonance cognitive me donnait le vertige. Je veux la détruire, dis-je sans préambule, complètement. Je veux qu'Agnès comprenne ce que l'on ressent quand sa vie est démantelée pièce par pièce. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire. Silence. Puis Frank dit, j'en suis. Tout le monde se tourna pour le regarder. Il avait l'air vidé, comme si on avait retiré tout ce qui était tendre pour ne laisser que la charpente. Elle me ment depuis des mois, continua-t-il. Elle se joue de moi, utilise le bébé comme une arme. J'ai fouillé son téléphone hier soir. Il sortit son propre téléphone, montra des captures d'écran. Elle planifiait ça depuis avant même de tomber enceinte. Elle a arrêté de prendre sa pilule exprès. Elle est tombée enceinte pour ajouter de l'authenticité à son mensonge. Elle allait me dire que le bébé était arrivé en avance si quelqu'un faisait le calcul. Maman émit un son blessé. Frank, je suis tellement désolé. Ne soyez pas désolé, dit-il, et il y avait de l'acier dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Soyez en colère. Je le suis. Elle m'a ridiculisé, a essayé de détruire Maddie, et a impliqué notre fille dans ses complots. Elle ne mérite pas de pitié. Quel est le plan? Demanda Ramona, toujours pratique. Je l'exposai, étape par étape, point par point. C'était complet, impitoyable et parfaitement légal. Quand j'eus fini, papa me regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ça va la finir, m'a dit. Bien, dis-je simplement. La première phase commença avec les vidéos. Je ne les publiais pas toutes les 17 en même temps. Cela aurait été trop rapide, trop facile à rejeter comme une crise passagère. Au lieu de cela, Ramona m'aida à créer un site web. Propre, professionnel, dévastateur. La vérité sur Agnès Hartley. Nous publiâmes une vidéo par jour, chacune soigneusement sélectionnée pour montrer une facette différente de sa cruauté. La vidéo de la répétition devant le miroir fut la première, montrant la préméditation. Les commentaires explosèrent. À la 3e vidéo, celle où elle discutait de voler mes affaires pour les planter comme preuve, les nouvelles locales avaient repris l'histoire.
Sabotage de mariage viral. Le complot élaboré d'une sœur révélée. À la 7e vidéo, les nouvelles nationales diffusaient des reportages. Un psychologue fut invité pour discuter de la pathologie de la rivalité fraternelle. Un avocat discuta de la question de savoir si ce qu'Agnès avait fait pouvait être considéré comme du harcèlement ou de la violence psychologique. L'employeur d'Agnès, une prestigieuse agence de marketing, la licencia à la 10e vidéo. Ils publièrent une déclaration sur le fait de ne pas tolérer les employés qui affichent des défaillances morales aussi profondes. Franck demanda le divorce à la 12e vidéo. Il demanda également la garde exclusive de Shelley, citant les vidéos comme preuve du comportement instable et du mauvais jugement d'Agnès. Internet fit le reste. Les réseaux sociaux d'Agnès, qu'elle avait verrouillés après l'incident de l'église, furent piratés par quelqu'un que je n'ai jamais identifié. Chaque publication, chaque photo, chaque commentaire fut capturé et analysé. Les gens trouvèrent de vieilles photos d'université où elle avait photobombé mes photos avec des ricanements. Ils trouvèrent des publications où elle m'avait lancé des pics subtils déguisés en compliments. Si fier de ma petite sœur pour sa promotion. Certains d'entre nous doivent travailler dur pendant des années pour arriver là où elle est arrivée si facilement. Quelqu'un trouva la citation de son annuaire de lycée, « Le succès est la meilleure vengeance ». Ils en firent un mème, le transformèrent en blague, firent d'Agnès la risée de tous. Ses amis disparurent. Bethany publia des excuses publiques sur Instagram, affirmant qu'elle n'avait fait qu'écouter Agnès se plaindre et n'avait jamais pensé qu'elle irait jusqu'au bout. Internet n'y crut pas. L'employeur de Bethany, une petite organisation à but non lucratif, la laissa discrètement partir après que les donateurs eurent commencé à se retirer. Le propriétaire d'Agnès, elle et Franck Louet, les expulsa, citant le cirque médiatique comme une perturbation pour les autres locataires. À la 17e vidéo, Agnès n'avait plus de travail, plus de maison, plus d'amis et plus de mari. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de cela, je ne ressentais rien. Juste un espace froid et vide où ma sœur vivait autrefois dans mon cœur. La deuxième phase fut plus discrète, mais plus permanente. J'engageai un avocat. Pas pour moi, pour Shelley. Ma nièce avait été l'héroïne de l'histoire aux yeux du public, mais je savais que la réalité était plus compliquée. C'était une fillette de 9 ans qui avait dû s'élever seule, qui avait été témoin de la cruauté de sa mère et s'était sentie responsable de l'arrêter. L'avocat aida Franck à tout documenter. Chaque vidéo, chaque fois où Agnès avait impliqué Shelley dans ses complots, chaque fois où Agnès avait laissé Shelley seule pour rencontrer Bethany ou répéter son annonce à l'église. L'audience pour la garde fut rapide et brutale. Agnès se présenta l'air hagard, portant des vêtements que je reconnus comme datant d'au moins 3 ans. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient mous. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Elle essaya de faire valoir qu'elle était une bonne mère. Qu'une erreur ne la définissait pas. Le juge regarda 3 des vidéos. Juste 3. Madame Hartley, dit la juge, la voix sèche et professionnelle. Vous avez impliqué votre fille mineure dans un complot visant à dévaster émotionnellement sa tante. Vous avez priorisé votre vendetta sur le bien-être de votre enfant. Le tribunal estime que vous n'êtes actuellement pas apte à avoir la garde. Agnès ouvrit la bouche pour protester. De plus, continua la juge, vous n'aurez qu'un droit de visite supervisée, en attendant l'achèvement d'une évaluation psychologique et de cours de parentalité. La priorité de ce tribunal est le bien-être de l'enfant, pas la commodité du parent. Le marteau tomba. Agnès me regarda à travers la salle d'audience et, pour la première fois depuis l'église, nos regards se croisèrent. Ses lèvres formèrent un mot, je suis désolé. Je détournai le regard. La 3e phase était personnelle. Hudson et moi avons reprogrammé notre mariage pour 3 mois plus tard. Petit, intime, juste la famille immédiate et les amis proches. Shelley était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, verte avec des dinosaures dessus, parce qu'elle avait 9 ans et qu'elle le pouvait. Nous ne l'avons pas diffusée en direct. Nous n'avons rien posté sur les réseaux sociaux. Nous l'avons gardée pour nous. Mais nous avons envoyé une invitation à Agnès. Elle est venue. J'avais su, d'une manière ou d'une autre, qu'elle le ferait. Elle se tenait à l'arrière du jardin de mes parents où nous avions installé la cérémonie, portant une robe qui flottait sur sa silhouette, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Je la vis en descendant l'allée au bras de mon père. Nos regards se croisèrent à nouveau. Les siens étaient rouges, suppliants. Je souris. Pas un sourire cruel, ni triomphant,
juste un sourire qui disait « Je suis heureuse. Tu n'as pas pu m'enlever ça. » Puis j'ai épousé Hudson lors d'une cérémonie qui était tout ce que notre première tentative aurait dû être. Pleine de joie, pleine d'amour, pleine de promesses. Agnès partit avant la réception. Je la regardais s'en aller depuis la fenêtre de la maison où je retouchais mon maquillage. Elle marchait lentement, les épaules rentrées, une personne vidée par ses propres choix. Ramona vint se tenir à côté de moi. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle. « Non, dis-je honnêtement. Mais je me sens fini. Je pensais que c'était terminé. La vengeance accomplie, le mariage sécurisé, la famille en voie de guérison. Je pensais que nous pourrions tous aller de l'avant. J'avais tort. 6 mois après mon vrai mariage, je reçus un appel de Frank. « Tu dois venir », dit-il sans préambule. « Maintenant. » Amen Hudson. Nous y sommes allés. Frank vivait dans une petite maison de l'autre côté de la ville avec Shelley, reconstruisant leur vie pièce par pièce. Quand nous sommes arrivés, il avait l'air sombre. « Shelley fait des cauchemars », dit-il. À propos de sa mère. La thérapeute l'aide, mais la nuit dernière, elle s'est réveillée en hurlant à propos de quelque chose dont elle s'est souvenue. Quelque chose qu'elle a vu. Shelley apparut du couloir, serrant un dinosaure en peluche, l'air plus jeune que ses 9, presque 10 ans. « Raconte à tante m'a dit ce que tu m'as dit », dit Frank doucement. Shelley grimpa sur le canapé, ramena ses genoux contre sa poitrine. « Avant le mariage, commença-t-elle d'une petite voix. Quelques semaines avant, j'ai vu maman rencontrer quelqu'un. Un homme, pas l'homme au téléphone. Un autre. De la glace se forma dans mes veines. Quel homme? Je ne connais pas son nom, mais il a donné de l'argent à maman. Beaucoup d'argent. Je l'ai vu. Une enveloppe pleine de billets. Hudson et moi avons échangé un regard. Pourquoi quelqu'un donnerait de l'argent à ta mère, demandai-je prudemment. Je ne sais pas, dit Shelley. Mais je les ai entendus parler. L'homme a dit, si tu peux les séparer avant le mariage, le reste est à toi. Sinon, tu gardes la compte, mais pas de bonus. La pièce vacilla. Quelqu'un a payé Agnès pour ruiner le mariage? La voix de Hudson était tendue, contrôlée. Je pense, murmura Shelley. Je ne comprenais pas à l'époque. Mais après tout ça, j'ai pensé que vous devriez savoir. Frank sortit son ordinateur portable. J'ai commencé à creuser. Les relevés bancaires d'Agnès des procédures de divorce montrent un dépôt de $10 000 6 semaines avant votre mariage. Dépôt en espèces, sans nom attaché. Qui, demandai-je, mais même en le disant, les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit. Qui paierait Agnès pour? Alors j'ai su. Ta mère, dis-je en regardant Hudson. Son visage devint blanc. Non, non, ma mère ne ferait pas ça. Elle me détestait, dis-je. Les souvenirs affluèrent. La mère de Hudson, Lorraine, avait été froidement polie dès notre rencontre. Elle avait fait des commentaires sur mon travail qui n'était pas assez stable, sur ma famille qui était trop provinciale, sur le fait que Hudson méritait quelqu'un d'un meilleur milieu. Elle s'est disputée avec moi pour que je ne t'épouse pas, dit Hudson lentement, la réalisation se faisant jour. Elle a dit que je faisais une erreur, que tu n'étais pas assez bien, que je le regretterais. Mais je pensais qu'elle finirait par l'accepter. Elle ne voulait pas que nous nous marions, conclus-je. Alors elle a payé ma sœur pour s'assurer que ça n'arrive pas. Frank montra d'autres documents. J'ai aussi les relevés téléphoniques d'Agnès. 3 appels à un numéro non répertorié dans les semaines précédant le mariage. Chaque appel juste avant ou après un dépôt en espèces. Nous sommes restés assis dans un silence stupéfait. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda finalement Hudson. Je pensais à Lorraine. La femme qui m'avait embrassé la joue à la fête de fiançailles tout en finançant secrètement ma destruction. Qui s'était assise dans cette église, avait regardé l'annonce d'Agnès et n'avait jamais dit un mot. Qui avait manqué notre vrai mariage, prétextant un engagement antérieur. Une nouvelle sorte de colère fleurit dans ma poitrine. Agnès avait été cruelle, mais elle avait été poussée par la rivalité fraternelle, par des années de vexation perçue. Ça ne l'excusait pas, mais ça l'expliquait. Mais Lorraine avait froidement, de manière calculée, acheté mon humiliation comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. On obtient des preuves, dis-je. Des preuves tangibles.
Ensuite, on en finit avec ça, définitivement. Faire parler Agnès contre Lorraine fut plus facile que prévu. Elle avait tout perdu et savait exactement qui blâmer pour lui avoir donné l'idée en premier lieu. Je la rencontrai dans un café du centre-ville. Terrain neutre. Elle avait meilleure mine qu'à mon mariage. Elle avait repris un peu de poids, s'était coupé les cheveux dans un style court qui lui allait bien. Elle avait un travail dans la vente, quelque chose qui payait les factures, mais bien loin de sa carrière en marketing. Elle ne sourit pas en me voyant, s'assit simplement en face de moi et dit « Qu'est-ce que tu veux ?» La vérité, dis-je. Sur Lorraine. Le rire d'Agnès était amer. Il t'a fallu du temps pour comprendre. Raconte-moi tout. Elle le fit. Comment Lorraine l'avait approché lors d'un barbecue familial. Tout en sourire et en commentaires subtils sur le fait que Hudson était trop bien pour moi. Comment les commentaires étaient devenus plus audacieux. Comment Lorraine lui avait finalement fait une proposition. Assure-toi que le mariage n'ait pas lieu et je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Elle savait que tu me détestais, demandai-je. Elle l'a flairé comme un limier, dit Agnès, remuant son café sans le boire. Elle a fait quelques commentaires sur la difficulté que ça devait être d'être toujours la seconde. Comment elle comprenait parce qu'elle aussi avait une sœur plus jolie et plus réussie. Elle m'a manipulé comme un violon. M'a dit, elle m'a monté en épingle. M'a rappelé chaque vexation, réelle ou imaginaire. Puis elle m'a offert de l'argent pour que j'agisse. Combien au total? 10 000 $ d'avance. 20 autres si je réussissais à vous séparer définitivement. 30 000 $. C'est ce que je valais pour Lorraine. Ou plutôt, c'est ce que valait le fait de se débarrasser de moi. Pourquoi tu me dis ça, demandai-je. Agnès me regarda enfin. Vraiment. Parce que j'en ai marre d'être la méchante dans l'histoire de tout le monde. J'ai fait des choses terribles, m'a dit. Je le sais. J'ai perdu mon mari, ma fille, ma carrière, mes amis. J'assume ça. Mais je ne l'ai pas fait seul. Et je ne vais pas laisser cette femme s'en tirer indemne pendant que je suis la seule à brûler. J'ai besoin de preuves, dis-je. Des relevés, des enregistrements, quelque chose de concret. Agnès sourit, et pendant une seconde, je vis une lueur de l'intelligence vive qui l'avait rendue bonne dans son travail. J'ai enregistré chaque conversation avec elle. Je ne suis pas stupide. Je savais qu'elle me laisserait tomber si les choses tournaient mal. Je me suis protégé. Elle fit glisser une clé USB sur la table. Pourquoi tu ne l'as pas utilisée avant, demandai-je en la ramassant. Parce que j'avais honte, dit Agnès doucement. Parce qu'admettre que Lorraine m'avait poussé à le faire signifiait admettre que j'étais assez stupide pour me faire manipuler. Parce que je voulais croire que je l'avais fait toute seule, pour mes propres raisons. Mais j'ai fini de te mentir, de me mentir à moi-même, à tout le monde. Je mis la clé USB dans ma poche. Merci. Ne me remercie pas, dit Agnès en se levant. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que Lorraine mérite de souffrir comme j'ai souffert. Fais-la payer, m'a dit, s'il te plaît. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Les enregistrements étaient accablants. La voix de Lorraine, cultivée et froide, expliquant exactement comment elle voulait qu'Agnès détruise le mariage. Elle suggéra l'annonce de la grossesse, disant spécifiquement que ce serait dévastateur et difficile à réfuter sur le moment. Elle coacha Agnès sur le timing, sur la manière de le dire, sur la façon de le faire paraître spontané tout en étant parfaitement calculé. Dans un enregistrement, Lorraine disait « Je me fiche que tu doives coucher avec Hudson pour que ce soit convaincant. Quoi qu'il faille pour la sortir de la vie de mon fils. » La réponse d'Agnès « Je ne vais pas me prostituer pour toi, Lorraine. » Alors sois créative. Tu es dans le marketing. Vends le mensonge. J'écoutais les 7 enregistrements 2 fois. Puis j'appelais Hudson. C'est pire que ce que nous pensions, lui dis-je. Elle a tout planifié. Agnès n'était que l'arme. Ta mère était celle qui la visait. Hudson resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était creuse. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la même stratégie qu'elle, dis-je. On rend ça public. On montre à tout le monde exactement qui est vraiment Lorraine. C'est ma mère, dit Hudson, et l'agonie dans sa voix me brisa le cœur. Je sais, dis-je doucement. Et je ne ferai pas ça sans ta permission. Si tu veux gérer ça en privé,
je le respecterai. Mais Hudson, elle a essayé de nous détruire. Elle a payé pour m'humilier devant tous ceux que j'aime. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Un autre long silence. Fais-le. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. La conférence de presse fut l'idée de Ramona. Vous avez été victime d'une campagne de harcèlement viral, dit-elle. Vous avez tout à fait le droit de raconter votre histoire. Nous avons loué un petit espace événementiel, invité les médias locaux, certaines des chaînes nationales qui avaient couvert l'histoire originale. Je portais une robe simple, Hudson un costume. Nous ressemblions à ce que nous étions, un jeune couple qui avait traversé l'enfer. La salle était comble. Des caméras partout, des journalistes avec des enregistreurs, le flash des téléphones capturant tout. Je me suis tenu au podium, Hudson à mes côtés, et j'ai dit la vérité. J'ai commencé par l'église, par l'annonce d'Agnès. J'ai montré de brefs extraits des vidéos de Shelley, assez pour rappeler à tout le monde ce qui s'était passé, mais pas au point de paraître exploiteur. Puis j'ai lâché la bombe. Ce que nous ne savions pas à l'époque, dis-je, c'est que ma sœur n'a pas agi seule. Elle a été engagée. Payé 30 000 $ pour détruire mon mariage et ma relation. La salle éclata en murmures. Par qui? Cria quelqu'un. Je regardai directement la caméra. Par ma belle-mère, Lorraine Whitmore. J'ai passé les enregistrements, chacun d'entre eux. J'ai laissé les mots de Lorraine parler d'eux-mêmes. La salle était silencieuse, à l'exception de sa voix. Froide et calculatrice, orchestrant mon humiliation comme une affaire commerciale. Quand les enregistrements se terminèrent, je dis, voilà ce qui arrive quand quelqu'un décide qu'une autre personne n'est pas digne d'amour. Quand quelqu'un croit avoir le droit de contrôler la vie des autres. Lorraine Whitmore a essayé d'acheter ma destruction. Elle a échoué, et maintenant vous savez tous exactement qui elle est. Les questions fusèrent des journalistes, mais je n'en pris aucune. Hudson et moi sommes sortis main dans la main pendant que les caméras crépitaient et que les voix criaient derrière nous. Les retombées furent nucléaires. Lorraine siégeait au conseil d'administration de 3 œuvres de bienfaisance. Elle fut contrainte de démissionner de tout en moins de 48 heures. Les organisations publièrent des déclarations sur le fait de ne pas s'aligner avec des individus qui affichent de telles défaillances morales. Le même langage que l'employeur d'Agnès avait utilisé. Le country club de Lorraine révoqua son adhésion. Son église lui demanda de ne plus revenir. Ses amis, les femmes de la haute société avec qui elle avait passé des décennies à cultiver des relations, la laissèrent tomber comme une pierre chaude. Quelqu'un divulgua son adresse. Des manifestants se présentèrent devant sa maison. Pas violents, juste présents, tenant des pancartes. L'argent n'achète pas la décence. Tu as échoué. Hudson cessa de prendre ses appels. Son père, Gregory, appela à la place. C'est une affaire de famille, dit-il d'une voix sèche. Vous auriez dû régler ça en privé. Votre femme a essayé de payer quelqu'un pour ruiner mon mariage, dis-je, sans prendre la peine de cacher ma colère. Elle a impliqué Agnès, impliqué Shelley, nous a tous impliqués dans son complot. Elle n'a pas droit à la vie privée. Elle a droit aux conséquences. C'est toujours la mère de Hudson. Alors elle aurait peut-être dû se comporter comme telle, dis-je et je raccrochai. Gregory demanda la séparation 2 semaines plus tard. Apparemment, la révélation du complot de Lorraine avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un mariage qui s'effritait depuis des années. Il l'avait soupçonnée d'être contrôlante et manipulatrice, mais les enregistrements l'avaient confirmé au-delà de tout doute. Lorraine se retrouva seule dans une plus petite maison du mauvais côté de la ville. Sa position sociale en ruine, sa famille fracturée. J'aurais dû me sentir vengé. Papa, je me sentais fatigué. 3 mois après la conférence de presse, je reçus une lettre manuscrite sur du papier cher qui criait Lorraine avant même que je ne voie la signature. M'a dit, je m'attends à ce que tu ne me crois pas, mais je suis désolé. Pas d'avoir été prise, bien que ce soit humiliant au-delà des mots, mais pour ce que j'ai fait. Je me suis convaincu que je protégeais mon fils d'une erreur. Je me suis dit que tu n'étais pas assez bien, que ta famille était en dessous de nous, que Hudson méritait mieux. Je vois maintenant que ce qu'il méritait, c'était une mère qui respectait ses choix. Ce que tu méritais, c'était d'épouser l'homme que tu aimes sans que quelqu'un essaie de le saboter. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais simplement que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu.
Mon fils ne me parle plus. Mon mari est parti. Mes amis sont partis. Je n'ai que du temps pour réfléchir à mes choix. Tu as gagné, Maddie, complètement et totalement. J'espère que cela t'apporte un peu de paix. Lorraine. J'ai lu la lettre 3 fois, l'ai montrée à Hudson. C'est de la manipulation, dit-il immédiatement. Elle veut que tu aies pitié d'elle. Peut-être, ai-je convenu. Ou peut-être qu'elle a vraiment appris quelque chose. Est-ce que ça t'importe? J'y ai pensé. Vraiment. Non, dis-je finalement. Ça ne m'importe pas. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle peut passer le reste de sa vie à être désolée. Ça ne change rien. J'ai jeté la lettre. Shelley est venu vivre avec nous 6 mois après notre mariage. Frank avait fait de son mieux, mais il voyageait pour le travail et Shelley avait besoin de stabilité. Nous avons transformé la chambre d'amis en un espace pour elle. Des posters de dinosaures, un coin lecture, un bureau pour les devoirs. Elle s'y est installée comme si elle avait toujours été à sa place. Tante Maddie, demanda-t-elle un soir, se glissant dans le lit entre Hudson et moi pendant un orage. Tu penses que maman ira mieux un jour? J'ai pensé à Agnès. Elle avait terminé sa thérapie et ses cours de parentalité ordonnés par le tribunal. Elle avait trouvé un nouveau travail, un meilleur, utilisant ses compétences en marketing pour une organisation à but non lucratif. Elle reconstruisait lentement sa vie, se rachetant là où elle le pouvait. Elle et moi nous étions rencontrés pour un café quelquefois. Des conversations gênantes, guindées, où nous tournions autour du cratère de notre relation détruite. Nous ne serions plus jamais proches. Trop de choses avaient été brisées. Mais nous essayions, à notre manière, de trouver une sorte de paix. Je pense que ta mère travaille à aller mieux, dis-je à Shelley. Les gens font des erreurs, de très graves parfois, mais ils peuvent aussi grandir et changer. Qu'elle le fasse ou non, ça dépend d'elle. Tu lui pardonnes? C'était la question que je me posais depuis des mois. Avais-je pardonné à Agnès? Avais-je pardonné à Lorraine? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais j'apprends que le pardon n'est pas quelque chose que tu dois aux gens. C'est quelque chose que tu te donnes à toi-même quand tu es prête à cesser de porter la colère. Es-tu prête? Demanda Shelley. J'y arrive, dis-je en lui embrassant le front. Hudson et moi avons célébré notre premier anniversaire avec un dîner tranquille à la maison. Pas de fanfare, pas de publication sur les réseaux sociaux. Rien que le monde puisse voir. On a réussi, dit-il en levant un verre de vin. À travers l'enfer, ai-je convenu en faisant teinter mon verre contre le sien. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé autour de notre maison, les photos sur les murs. Notre vrai mariage, les papiers d'adoption de Shelley en cours de finalisation, les dîners de famille. La vie que nous avions bâtie sur les cendres de ce désastre à l'église. Oui, dis-je. Ça en valait la peine. On frappa à la porte un samedi matin. Je faisais des crêpes. Shelley faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Hudson tondait la pelouse dehors. J'ouvris la porte pour trouver Agnès. Elle avait l'air bien, en bonne santé. Ses cheveux étaient plus longs, ses vêtements jolis, mais pas chers. Elle tenait un petit sac cadeau. Salut, dit-elle. Salut, répondis-je. Je sais que je n'ai pas le droit de débarquer comme ça, commença-t-elle. Mais c'est l'anniversaire de Shelley la semaine prochaine, et je voulais déposer son cadeau. Frank a dit que c'était d'accord si je te le laissais. Je pris le sac. Elle est à l'intérieur si tu veux dire bonjour. Le visage d'Agnès s'illumina d'espoir. Vraiment? Vraiment. Elle entra. Shelley leva les yeux de ses devoirs, le visage illisible. Salut maman. Salut mon bébé, dit Agnès et sa voix se brisa un peu. Comment vas-tu? Bien. Je fais un projet de science sur les dinosaures. Elles parlèrent pendant 20 minutes. Gênées, prudentes, toutes les deux essayant. Quand Agnès partit, elle serra Shelley fort et me remercia avec des larmes dans les yeux. Après son départ, Shelley me regarda. Est-ce que ça veut dire que les choses redeviennent normales? Non, dis-je doucement. La normalité a disparu. Mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Elle hocha la tête, satisfaite, et retourna à ses dinosaures. Ce soir-là, Hudson me trouva sur le porche arrière, regardant les étoiles.
Ça va, demanda-t-il en passant un bras autour de ma taille. Je pensais à l'église, dis-je. À comment tout s'est effondré. Des regrets? Non, dis-je, et je le pensais. Si ce n'était pas arrivé, je n'aurais pas su en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Je n'aurais pas eu Shelley. Je n'aurais pas appris à quel point nous sommes forts. Alors tu es contente qu'Agnès ait essayé de nous détruire? Je ris. Contente n'est pas le mot. Mais je suis reconnaissante de ce que nous sommes devenus grâce à ça. Hudson m'embrassa la tempe. Tu sais quelle est la meilleure vengeance? Quoi? Être heureux malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire. Construire une vie qu'ils ne peuvent pas toucher. Je me penchai contre lui, sentant la chaleur solide de sa présence. Autour de nous, le quartier était calme, paisible. À l'intérieur, Shelley était en sécurité. Notre famille, non conventionnelle et marquée mais entière, était intacte. Oui, dis-je. C'est exactement ça. Je n'ai plus jamais revu Lorraine. J'ai entendu dire par des rumeurs qu'elle avait déménagé dans un autre état, essayant de repartir à zéro quelque part où personne ne connaissait son histoire. Je m'en fichais. J'avais passé si longtemps à être en colère, à comploter ma vengeance, à m'assurer que tous ceux qui m'avaient fait du tort souffriraient. Et ils l'avaient fait. Agnès avait tout perdu et reconstruisait à partir de rien. Lorraine avait été démasquée et exilée de son cercle social. La justice avait été rendue, brutalement et publiquement. Mais la vraie victoire n'était pas leur souffrance. C'était ça. Hudson et moi dansant dans la cuisine pendant que Shelley gémissait sur le fait que nous étions embarrassants. C'était les dîners du vendredi soir avec mes parents. Ma mère apprenant à Shelley à tresser ses cheveux comme Agnès me l'avait appris autrefois. C'était Frank qui nous rejoignait pour les fêtes, devenant plus un frère qu'un beau-frère. C'était choisir chaque jour de construire quelque chose de beau à partir des décombres. Le mariage à l'hôtel s'était terminé en désastre. Mais le mariage était tout ce que j'avais toujours voulu.